Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ou pas du tout? Parfait. Oui, parfait. Ok, super. Donc, merci beaucoup à tous. Donc là, l'objectif pour moi, c'est de vous partager un petit peu un exemple d'application de la transcriptomique spatiale et je vais vous présenter en fait ce qu'on a pu réaliser au sein du laboratoire sur la néphropathie lupique. Donc, pour vous présenter un petit peu cette pathologie, je vais revenir à la pathologie initiale qui est le lupus érythémateux systémique que vous connaissez peut-être, mais dans lequel on va retrouver différentes atteintes chez les patients atteints. Notamment, on va retrouver chez une large majorité d'entre eux des atteintes cutanéo-articulaires. Une partie un petit peu plus restreinte des patients va faire des atteintes d'organes qui souvent conditionnent le pronostic et la sévérité en fait que l'on va pouvoir retrouver, avec notamment des atteintes rénales, donc cette fameuse néphropathie dont on va continuer à parler. C'est des patients qui par la suite ont également un risque cardiovasculaire augmenté ainsi qu'un risque de syndrome des antiphospholipides responsables de thromboses associées assez élevé. Et enfin, donc, c'est une maladie auto-immune et à ce titre, on va retrouver des anomalies biologiques et tout particulièrement des auto-anticorps qui sont pathologiques et qui viennent recruter différents acteurs du système immunitaire pour provoquer les différentes lésions tissulaires dont on a parlé, donc que ce soit sur le plan cutanéo-articulaire ou au sein des atteintes d'organes. Donc, je m'intéresse particulièrement à la néphropathie lupique parce qu'elle est tout particulièrement intéressante et elle survient chez un nombre de patients assez élevé. Donc, un petit peu plus chez les hommes, comme vous pouvez le voir ici, que chez les femmes, avec donc une grosse influence sur le pronostic. Donc, à l'échelle tissulaire, cette néphropathie lupique, elle est extrêmement complexe parce qu'elle met en jeu de très nombreux types cellulaires, donc qui participent à la mise en place de différentes atteintes, que ce soit au niveau du glomérule, avec notamment par exemple de la prolifération endocapillaire, avec donc une prolifération cellulaire qu'on peut visualiser ici. On a également donc le système immunitaire, le grand acteur donc de cette atteinte, donc qui vient provoquer donc des dépôts de compléments et d'immunoglobulines, particulièrement sur les glomérules, parfois sur les tubules. Et sur la partie tubulaire du rein, on a également donc de l'inflammation interstitielle, des tubulites qui sont peuvent observer. Et enfin, le compartiment vasculaire n'est pas en reste, j'ai pas d'image ici, mais vous avez également des atteintes vasculaires avec donc de la thrombose ou de l'artériosclérose. Donc finalement, c'est une atteinte extrêmement complexe que l'on connaît pas encore très bien à l'échelle tissulaire et qui est particulièrement critique puisque je vous donne ici quelques chiffres de 2016 sur une cohorte de plus de 1800 patients. À 10 ans après le diagnostic de la néphropathie lupique, on a une mortalité à 10 ans de 5%, un risque d'insuffisance rénale chronique terminale de 10%, et ce sont des chiffres particulièrement marquants parce que l'âge moyen au diagnostic d'un lupus, c'est de 30 ans. Donc la survenue d'une néphropathie lupique est vraiment un marqueur clé qui risque d'impacter très négativement le pronostic de ces patients qui font face donc à une altération de leur qualité de vie nette et qui peuvent atteindre donc des stades de dialyse, de la mortalité assez importante encore aujourd'hui. Donc, comme l'a très bien présenté Candice, donc si on essaie un petit peu de relier donc ce sujet de la néphropathie lupique à la transcriptomique, on a en fait plein de technologies qui existent. Et donc, on avait donc l'image des jus de fruits. Et donc, moi, j'ai une image Lego. Donc, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Ou à l'époque du séquençage en bulk, en fait, on récupérait tous les ARN messagers, mais sans savoir à quelles cellules ces ARN pouvaient bien appartenir. On a ensuite eu l'avènement du single cell RNA-seq en cellules uniques où là, cette fois-ci, on pouvait rattacher chaque ARN exprimé à un type cellulaire donné. Et désormais, donc, on est ici avec donc le séquençage spatial qui nous permet donc de relier le programme transcriptomique des cellules, mais également le contexte spatial et donc de mieux connecter tout ça avec peut-être un jour du séquençage en 3D qui nous permettra donc de vraiment apprécier l'échelle tissulaire. Mais bon, ça, c'est peut-être pour le futur. Et donc, pour vous présenter un petit peu ce qu'on sait dans le lupus, je vais vous présenter un petit peu les différentes études très rapidement sur ce qu'on sait. Donc, en prenant ce qu'on savait déjà avec le séquençage ARN en bulk, ça va me permettre d'introduire un peu ma problématique. Donc, sur la partie séquençage bulk, ce qu'on savait, c'était qu'on avait une signature interféron extrêmement marquée. Donc là, c'est un exemple de la cohorte lupus, qui est une cohorte de patients lupiques marseillaises. Et ils ont fait du bulk RNA-seq sur le sang des patients. Et ils ont pu montrer en fait qu'on avait une signature interféron qui était dominante, c'est vraiment la signature qui domine, et qu'on pouvait la sous-typer en fonction des patients, avec donc ici une approche modulaire qui permet donc de séparer l'interféron de type 1
une signature type 1 et début de type 2 et une signature interféron type 2 qui permettait donc en fait de classer les patients en fonction de la signature interféron présente, donc avec des patients avec uniquement de l'interféron type 1, des patients avec de l'interféron type 1 et un début d'interféron type 2, et enfin des patients avec une signature interféron complète, entre guillemets, avec de l'interféron type 1 et de l'interféron type 2. Et ce que ça a permis de faire, en fait, c'est que ça a permis de décrire les atteintes cliniques des patients, puisque vous voyez ici le premier module de base qui n'est corrélé à aucun des signes cliniques. Le deuxième module qui, lorsqu'il est présent chez les patients, commence à corréler avec les atteintes cutanéo-articulaires. Et enfin, le dernier module qui, lorsqu'il est présent, va corréler avec notamment cette fameuse atteinte rénale. Donc, on peut considérer que la présence d'une signature interféron, pan-interféron, type 1 et type 2 est nécessaire. Et donc, sans développer plus dans le détail, il y avait également des données de suivi patient accessibles ici avec ce circle plot. Et donc, finalement, ce qu'on savait, donc, c'est qu'il y avait une signature interféron, qu'elle permettait de codifier le phénotype un petit peu des patients, mais on ne sait pas du tout quelle cellule est responsable de cette signature interféron. Et donc, ce sont les études de single-cell RNA-seq qui ont permis de répondre à cette question dans le lupus, puisque cette fois-ci, on peut rattacher une cellule aux ARN messagers. Et donc, je propose de présenter, c'est le tout premier papier jamais sorti dans le lupus sur le single-cell RNA-seq, dont on parle très peu, mais je l'apprécie beaucoup à titre personnel. Donc, ils ont pris des patients lupiques, ainsi que des biopsies de peau réalisées dans des zones tissulaires atteintes, des biopsies rénales, et ils avaient un petit groupe de contrôle également, uniquement sur la partie biopsie cutanée, bien sûr, puisque le caractère invasif d'une biopsie rénale chez un patient sain n'est pas à discuter. Et donc, ils ont fait donc les premières analyses de single-cell RNA-seq, donc c'était très préliminaire, surtout à cette époque-là. Et en fait, donc on visualise sur ce Tisney un petit peu tout ce qui est propre à la peau, tout ce qui est propre au rein ici. Et en fait, ils avaient 3 clusters, un ici, un ici, un ici, où les spots étaient partagés entre le rein et la peau. Et donc, c'était des cellules dont le transcriptome était commun, qu'elles soient dans la peau ou dans le rein. Et donc, ils ont étudié un petit peu, et en fait, ça correspondait aux fibroblastes, aux cellules endothéliales et aux cellules myéloïdes. Et donc, tout particulièrement, en fait, ils se sont rendus compte que les cellules myéloïdes, donc, elles étaient communes en termes de profil transcriptomique, que ce soit dans le rein ou dans la peau, et ça corrélait tout particulièrement à cette signature interféron. Donc, c'est surtout les cellules myéloïdes qui ont été incriminées ici, sachant que c'était vraiment des cellules propres à la peau et au rein, mais pas du tout aux cellules du sang qui ont été analysées ici et qui correspondaient à un cluster tout à fait différent. Donc ça a vraiment été un élément marquant, mais finalement, à ce stade-là, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est où sont les cellules dans le tissu, quelles sont les cellules myéloïdes très précisément et comment est-ce qu'elles interagissent ensemble. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à faire donc ce travail qui, pour moi, s'intègre en fait dans le cadre de ma thèse de sciences. Et donc, on a fait une étude pilote, donc avec des petits effectifs, de par le coût des techniques dont on a abordé un petit peu tout à l'heure avec les questions-réponses avec Candice. Et donc, on a pris donc des blocs de patients atteints de néphropathie lupique pour la première occurrence. Donc, il s'agissait d'un premier diagnostic de néphropathie lupique. Et donc, on a pu passer 5 patients en transcriptomique spatiale et 7 sur un système Hyperion, dont on va peu parler, puisque l'objectif ici, c'est surtout de parler donc, de transcriptomique spatiale. Et donc, on a utilisé donc, la technologie de 10x via l'utilisation d'un CIT-A6, donc le petit appareil que Candice a pu montrer. Donc, pour refaire un petit tour de la technologie, donc on a en fait ces petites lames présentes ici, donc on achète. Donc, quand on les utilise avec le CIT-A6, on peut poser 2 échantillons dessus. Et donc, on a une zone de capture avec donc tous les spots barcodés qui permettront donc de porter l'information spatiale du tissu. Donc, au niveau de la préparation, on vient couper notre bloc. Donc, nous, on a utilisé des blocs FFPE. On vient faire une coupe, poser sur des lames. On déparaffine notre tissu. Donc, on avait 2 possibilités d'imagerie. Nous, on a choisi de faire des images HE qui permettent de visualiser les atteintes au niveau du rein. On a ensuite donc un décross-linking pour bien libérer les ARN messagers pour ensuite venir les capturer par des sondes. On a une étape overnight ici de capture avec les sondes. Et donc le lendemain matin, on revient récupérer donc nos échantillons
et on vient donc les déposer sur cette lame avec donc le système de barcode. Donc on perméabilise nos cellules pour que les ARN messagers puissent se déposer sur cette grille. On réalise une extension des sondes, une amplification, et après donc on construit donc cette librairie et on la séquence. Donc globalement, quand on arrive à la fin du pipeline, on a normalement une librairie qui a été sélectionnée pour ne contenir que des brins qui font 240 bases. Et donc, on a un profil qui ressemble à ça avec donc ici donc juste les pics de contrôle qualité et ici donc notre librairie. Vous avez également ici une image de biopsie et donc vous pouvez voir ici donc on est limité par la taille puisque je n'ai pas pu avoir cette petite partie-là de la biopsie. Donc il y a une réflexion à avoir sur la taille du tissu lorsqu'on utilise ces technologies-là, particulièrement donc cette technologie TenX. Et donc on a réalisé un séquençage Illumina que l'on a sous-traité. Et donc après vient vraiment la partie analytique. Donc tout ce qui est alignement des séquences se passe avec Space Rangers, donc qui est un outil fourni par la société TenX. Et en termes d'outils d'analyse, donc on a deux outils à notre disposition au laboratoire. Le premier, c'est Loop, qui est l'outil de TenX, le logiciel clé en main que l'on peut utiliser et qui permet déjà de débrouiller et de visualiser ces données, mais également donc toute la partie justement qui nécessite du codage bioinformatique, avec donc notamment les packages SERAT, donc qui s'utilisent sous R et qui nous permettent de faire des analyses beaucoup plus poussées que ce que ce logiciel Loop nous permet de faire. Et donc, pour vous montrer un petit exemple donc, de ce qu'on fait, donc là, on est avec ce logiciel Loop, donc vous voyez le petit logo ici. Et donc, en fait, Loop va vous permettre de visualiser vos biopsies et vos spots, et donc de choisir des spots, de faire des clusters de spots en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, c'est une visualisation en fonction donc, des marqueurs des structures rénales. Donc, par exemple, ici, on a le gène de l'aldobase extrêmement exprimé sur les tubules proximaux. Et donc ici, en fait, on a un marquage de tous nos tubules proximaux et on peut visualiser un petit peu les profils transcriptomiques de ces zones qui sont riches en tubules proximaux. On a un autre exemple ici avec UMOD qui est un marqueur des tubules de la anse de Henle, donc ici. Et donc là, cette fois-ci, ce qui est intéressant de voir pour nous, en tout cas, c'est qu'en fait, on a un profil complètement différent. Donc, c'est des tubules qui ne sont pas du tout en proie aux mêmes atteintes. Et enfin, ici, donc, un marqueur donc, des podocytes retrouvés dans les glomérules. Et donc, on a un petit marquage patchy ici qui, en fait, correspond à tous les petits glomérules que l'on a sur la coupe. Et donc, finalement, vous pouvez modeler avec Loop la visualisation de ces spots, que ce soit en choisissant où est-ce que se situe un transcrit, et faire des groupes de clusterisation. Donc, il y a un début de clusterisation possible avec Loop, mais qui n'est pas extrêmement performant, et qui donc vous permet de visualiser. Et donc, nous, la réponse qu'on obtient, c'est qu'en fait, la source principale d'interférons intratisculaires, c'est fondamentalement les cellules immunitaires qui nous le produisent, puisque ici, vous avez un gros infiltrat, et même ici aussi. Et en fait, les sources de cet interféron dans le tissu, c'est vraiment celle-ci, alors que le reste du tissu, en fait, une signature transcriptomique extrêmement complexe, dense, avec beaucoup de remaniement du tissu, toujours de l'interféron, mais c'est pas le pathway dominant, c'est pas du tout le pathway majoritaire, il est sans doute influencé, mais il vient pas forcément entretenir cette signature interféron qui semble surtout provenir des cellules immunitaires. Et ce qu'on peut faire avec donc d'autres systèmes, donc notamment avec les packages SERAT utilisés sur R, c'est de faire des analyses non supervisées et donc d'aller réaliser du clustering et donc de reclassifier donc vos patients. Donc là ici on a tous les spots mélangés pour tous les patients, ce qui permet de vérifier qu'on n'a pas d'effet batch et donc pas forcément de spots présents uniquement parce que c'est un échantillon. Donc on a un bon mélange en fait des différents échantillons processés, mais on a une séparation des spots donc en fonction de leur contenu en transcrit, avec donc la répartition donc des différents spots. Donc même si les clusters 1 et 2 passent pas très bien sur ce PC. Et donc après, on a la possibilité donc de venir identifier chacun des clusters. Et donc nous, on s'est intéressé à certains de ces clusters. Tout d'abord, le cluster 6, qui était notre cluster immunologique, en fait. Donc, tout particulièrement identifiable, par exemple, avec les gènes d'immunoglobuline portés par les lymphocytes. Et il y avait, de manière plus surprenante, deux clusters. Il y a un premier cluster, en fait, qui comprenait absolument toutes les structures rénales à l'intérieur, y compris des fois du système immunitaire. Donc ça, c'est un cluster qui nous a intéressés puisqu'il y avait un peu de tout dedans.
Et un dernier cluster qui, pour le coup, on n'a pas su expliquer parce qu'on n'a pas spécialement réussi à comprendre son existence. Donc, on s'est surtout intéressé finalement aux deux premiers clusters. Et donc, le cluster 5, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas un cluster de structure tissulaire, ne correspond pas forcément aux glomérules, aux tubules, c'était un cluster fonctionnel. C'était une identification des zones avec le plus de remaniement tissulaire, le plus de stress. Donc là, il y a les réponses aux UV, l'apoptose, les espèces réactives de l'oxygène, un petit peu d'interférons également, mais en fait, ça a été un cluster fonctionnel, que ce soit du glomérule, du tubule, c'était le cluster le plus riche en voie biologique de remaniement tissulaire, et le cluster 6, donc notre système immunitaire, avec trois grands groupes, on va dire, la cascade du complément, l'interféron, comme attendu bien sûr, et les lymphocytes B. Donc, ça nous permet donc d'avoir donc une approche directe de comparaison de ces deux clusters. Et ce qui nous a intéressé, c'est que ces deux clusters semblent particulièrement proches entre eux. Quand on essaie de les plotter sur le tissu, on a en fait une grosse proximité des zones cluster immunologique, cluster fibrosant. Et donc, on se pose actuellement la question. Et donc, il y a, même si je peux pas vous le présenter parce que c'est un work in progress, on a en fait la possibilité de faire des analyses de proximité des spots et de dire ah ce spot immunologique est très proche pardon de ce spot portant plutôt une signature de stress et de dégâts tissulaires. Donc c'est des analyses qui sont tout à fait possibles et donc qui permettent de remettre le tissu au centre. Donc pour aller un petit peu plus loin dans ces analyses-là, en fait la transcriptomique spatiale, donc de plus en plus, elle s'envisage à l'échelle unicellulaire et pour ça il y a deux manières de faire. La première manière, c'est de coupler nos analyses à un jeu de données single-cell RNA-seq, puisque on a la possibilité par bioinformatique d'inférer les cellules contenues dans un spot. Donc sur la technologie Tanix, on a des spots de 55 microns, et en ayant un jeu de single-cell RNA-seq adossé, on a la possibilité de calculer, entre guillemets, vraiment d'inférer quel type de cellules sont contenues dans un spot et donc de mimer une représentation à l'échelle unicellulaire. Et donc il y a beaucoup de papiers en fait qui sont construits comme ça avec un jeu de transcriptomique spatiale qui est adossé à un jeu de single cell. La deuxième possibilité, comme Candice l'a souligné, c'est d'utiliser la technologie haute définition que propose Tenix, puisque les spots sont désormais de 2 microns et donc on est à l'échelle infracellulaire. Donc c'est une possibilité qui est toute récente puisque c'est disponible à la commercialisation depuis mars 2024. Et donc on approche la problématique du coût désormais, donc puisqu'il faut s'équiper d'une machine, quelle qu'elle soit, et après il faut acheter le matériel. Et donc les lames HD, donc vraiment pour parler d'argent entre guillemets, 4 échantillons, c'est 12 000 € actuellement sur le système HD, donc c'est extrêmement cher. La deuxième chose qui se voit de plus en plus, et je me dis que c'est incroyable vu le coût que ça représente, c'est de faire de la transcriptomique en spatial en 3D. Il y a des gens qui font des coupes séquentielles, donc ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, et ils mettent ça les bout à bout, et ils font une reconstruction 3D du tissu. Et donc ça, c'est peut-être qu'on verra un jour quand peut-être le prix de la technologie se sera un petit peu plus démocratisé, on va dire. Et la dernière possibilité, en fait, pour aller plus loin, je pense, c'est de penser à combiner cette technologie de transcriptomique spatiale à d'autres technologies. Donc, c'est presque systématique dans les études, c'est-à-dire qu'on a une approche transcriptomique et il faut trouver d'autres technologies complémentaires qui permettent de compléter l'information que l'on n'a pas avec ces technologies. Et donc, c'est pour ça que nous, on a fait le choix donc d'utiliser notre super plateforme Hyperion qui nous permet donc de faire de la cytométrie de masse imagée afin donc d'avoir des données de protéomique à venir adosser aux données transcriptomiques. Et donc, je vous montre ça très rapidement en quelques images. Donc, on a designé pour ça donc un panel donc de marqueurs pour passer donc des biopsies rénales de patients leuciques. Donc, on voyait ici donc une visualisation d'un tissu sain. Donc, je fais pas forcément un rappel de la technologie parce que c'est pas forcément l'objet, mais ce qu'on a pu obtenir du coup, c'était un jeu qui vient s'adosser tout particulièrement à nos données transcriptomiques. Donc, on a ici donc la coupe que l'on a disponible en transcriptomique spatiale et ici donc la zone d'intérêt. Et donc, on va pouvoir venir adosser l'information phénotypique à l'information transcriptomique. Et donc, c'était tout l'intérêt en fait du travail que j'ai mené
globalement, localement, et qui permet aussi de confirmer nos hypothèses, donc particulièrement donc, cette proximité entre remaniement tissulaire et cellules immunologiques, puisque là, cette fois, on est sur donc, le jeu de données de cytométrie de masse imagée. On a fait un clustering avec donc une heatmap qui nous a permis d'annoter. Et on s'est rendu compte que les clusters, disons, de fibrose très enrichis en collagène, qui sont ici donc le cluster numéro 11 et le cluster numéro 9 qui se voit très peu, qui est jaune très pâle en fait ici, il est en proximité de 3 autres clusters. Donc ça c'est c'est de la MDF, donc c'est vraiment sur la proximité physique, avec donc le cluster 3, 5 et 10, qui sont en fait des clusters de lymphocytes T, de lymphocytes B et de macrophages. Donc en fait, on a donc les proximités donc consupposées en transcriptomique qui vont pouvoir être appuyées par des vraies cellules qui sont caractérisées phénotypiquement et qui sont effectivement en proximité les unes avec les autres. Donc, évidemment, c'est le genre de travail qui se mène en équipe. Et donc là, vous avez une belle photo du labo LBAI, donc lymphocyte B, auto-immunité et immunothérapie, et des personnes en gras qui m'ont aidé sur ce projet-là et que je remercie énormément. Et je vous remercie vous également pour votre écoute et je serais ravie de répondre à vos questions. Donc, merci.